Merci Olivier, merci Ève, merci Madame la Ministre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Alors déjà, merci à tous d'être aussi nombreux. Un tel enthousiasme, ça fait toujours plaisir à voir un bel enthousiasme autour de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons parler dans ce webinaire de la digitalisation. En effet, la digitalisation des entreprises est un grand sujet. Alors, avant tout, laissez-moi vous rappeler les différentes fonctionnalités que nous allons utiliser lors de ce webinaire dans Zoom. Deux fonctionnalités seront activées. Le chat, je vous invite d'ailleurs à venir vous présenter, dire d'où vous venez, si vous avez un projet, si ce que vous faites au jour le jour. Et alors, nous aurons également la fonctionnalité de questions-réponses. Je vous invite, si vous avez des questions, à plutôt les poser là. De cette façon, eh bien, nous pourrons reprendre les questions les plus importantes à la fin de ces présentations et y répondre de la meilleure des façons. Vous pouvez également voter pour les questions les plus importantes, celles qui vous touchent le plus. Si une question a déjà été posée, eh bien, vous mettez un petit check dessus pour voter. Je vais aussi vous présenter les différents intervenants de ce webinaire. Nous allons retrouver Monsieur Pierre-Yves, donc en toute dernière présentation, qui nous présentera eh bien, l'e-commerce avec un titre assez accrocheur qui est l'e-commerce, l'argent facile. Donc voilà, restez bien avec nous pour voir comment facilement gagner de l'argent grâce à l'e-commerce. Alors juste avant ça, Manon nous présentera les 10 astuces pour être plus visible sur les réseaux sociaux, pour optimiser sa présence sur les réseaux sociaux. Encore avant ça, personnellement, je vous présenterai eh bien, l'apport du numérique dans l'organisation de l'entreprise. On va voir que le numérique, ça n'est pas que de la communication ou que de l'e-commerce, mais c'est aussi de l'organisation en interne, comment faciliter les flux. Et puis, encore avant ça, eh bien, je vais donner la parole à Monsieur Renaud Delay. Alors, pas tout de suite, parce que je voulais juste recadrer un petit peu le propos de notre webinaire. En effet, nous allons parler de digitalisation. C'est un très grand sujet, un sujet qui mériterait plusieurs heures, plusieurs journées presque de traitement. Donc, évidemment, ici, comme nous n'avons qu'une heure, nous avons décidé de nous centrer sur les choses qui vous touchent au jour le jour, des astuces dont vous pouvez vraiment vous servir tout de suite pour une petite entreprise aussi bien que pour une grande. En effet, la digitalisation, ça n'est pas destiné que aux grosses entreprises qui ont de gros moyens financiers et de gros moyens humains. Ça touche vraiment tout le monde. Et je tiens encore une dernière petite chose à recadrer. Attention, la digitalisation n'est pas un tout. Elle ne se passe pas de la présence physique, elle ne se passe pas des contacts humains. Alors, on le voit aujourd'hui, en effet, la digitalisation nous aide beaucoup puisque on avait prévu un bel événement physique où on allait vous rencontrer en chair et en os. Pas de chance, on doit faire autrement, mais pour le coup, ben voilà, ça nous permet d'être quand même présents, mais on se rend compte, eh ben, oui, que ça ne remplace de toute façon pas les échanges humains. Alors, je vous présente donc Monsieur Renaud Delay, qui va nous présenter l'agence du numérique pour laquelle il travaille et également l'état des lieux du numérique en Belgique. Monsieur Delay, je vous passe la parole. Merci beaucoup et bonjour à toutes et tous et merci de votre présence, bien sûr, comme cela a déjà été dit. Alors à moi, en effet, le redoutable honneur d'ouvrir le bal pour ce webinaire numérique. Tout le monde parle de transformation numérique. Je ne suis pas sûr que tout le monde en ait une définition tout à fait claire ou en tout cas pas forcément la même. Donc je vais procéder en 3 temps. Je vais d'abord faire un bref rappel de ce qu'est la transformation numérique avant de vous donner un aperçu
très rapide également de l'état des lieux de la transformation numérique des entreprises en Wallonie. Et puis enfin, un très bref aperçu aussi, car le temps est compté, du programme Digital Wallonia en matière d'aide à la transformation numérique des entreprises. Alors, transformation numérique, qu'est-ce que eh bien, en fait, c'est relativement simple. Comme le nom l'indique, la transformation numérique d'une entreprise, ben, ça consiste à utiliser les technologies numériques, qui l'auraient cru, sur 4 axes de développement qui sont autant de fonctions indispensables à, à n'importe quelle entreprise ou à n'importe quel indépendant. Il y a bien sûr tout ce qui concerne la digitalisation de l'infrastructure. Il y a la digitalisation de l'organisation du travail, c'est-à-dire quels sont les moyens que vous allez mettre en œuvre pour vous faciliter la tâche, pour aider à la coopération et à la collaboration avec vos collaborateurs, mais aussi avec d'autres entreprises, avec d'autres intervenants. Il y a, troisième axe très important, bien sûr, tout ce qui concerne la digitalisation des flux et des processus. Alors, quand on parle de processus, ça peut être des processus de production, bien sûr, mais ça peut être des processus de travail au sens le plus élémentaire. Ça va évidemment de la mise en œuvre d'un ERP à appliquer, je vais dire, un logiciel comptable en interne. C'est extrêmement vaste, bien sûr, et c'est un axe qui vise essentiellement, bien sûr, l'efficacité opérationnelle d'une entreprise ou d'une activité commerciale. Et last but not least, et nous allons voir que ça a beaucoup d'importance aussi quand on parlera d'e-commerce en particulier, ben, c'est toute la numérisation de la vente et des services que l'on rend aux clients. Alors, si l'on regarde cela de manière un petit peu plus analytique, si je peux dire, et rassurez-vous, j'en arrêterai là avec la théorie, encore un slide après. Sur ces 4 axes, donc infrastructure, process et flux, organisation, compétences et relations clients et visibilité, en fait, ce que nous estimons, c'est que la transformation numérique est dite de niveau 1. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Ça veut dire que vous allez appliquer des technologies numériques dans ces différents axes, mais sans changer pour autant votre manière de générer des flux financiers. Votre business model ne change pas, mais vous le rendez plus efficace, plus agile, plus souple, plus visible, plus tout ce que vous voulez, mais fondamentalement, votre activité reste la même. Et ce que nous appelons à l'agence la transformation numérique de type 2, là, c'est carrément de transformer la manière dont on génère des flux financiers, dont on rentabilise son activité via des technologies numériques. Via des technologies émergentes, hein, ça peut être l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, le big data, que sais-je, mais via aussi l'utilisation de grandes tendances qu'on voit émerger sur le marché. Bon, on cite toujours l'exemple évidemment d'Uber, etc. Mais ce sont effectivement des tendances émergentes qui font que de plus en plus votre client, qu'il soit un particulier ou qu'il soit une entreprise, ce qui l'intéresse, c'est de réduire la friction. Et si vous pouvez le faire via des technologies numériques, vous entrez à ce moment-là dans ce que nous appelons la transformation numérique de type 2, où votre business model est complètement revu, que ce soit en termes de moyens de production, de produits et de services que vous rendez, ou en matière de logistique. Venons-en maintenant à la maturité numérique des entreprises wallonnes. Alors, ce que je vous présente aujourd'hui, ce sont les chiffres 2018. Sachez que vendredi matin, hein, j'arrive juste un peu trop tôt, vendredi matin, nous publierons les chiffres 2020. Donc, en fait, tous les 2 ans, ce que nous faisons, c'est que nous menons une enquête statistique auprès de plus de 4000 entreprises wallonnes, depuis des indépendants jusqu'à des grandes entreprises. Nous leur posons une série de questions qui nous permettent d'évaluer leur maturité numérique. Alors, on se rend compte que l'indice global moyen pour toutes les entreprises wallonnes, hein, et j'insiste sur le fait que ce sont des entreprises unipersonnelles, jusque des grosses boîtes qui ont des milliers d'employés, il est de 25 sur 100. Alors vous allez me dire que c'est extrêmement faible. Entendons-nous bien, il est bien évident que l'indice sur 100, c'est si l'on a toutes les technologies numériques possibles et imaginables en interne.
Ça n'a évidemment pas de sens en fonction de l'activité que vous avez. Donc, estimez plutôt que le maximum qu'une entreprise pourrait atteindre est de 80. Donc, on a un score en fait de 25 sur 80 maximum. C'est une progression par rapport au 2015. Hein, comme vous voyez, on n'était que de 21. Alors, bien sûr, ça se répartit de manière assez disproportionnée. Si l'on regarde les axes dans l'ordre, je vous rappelle l'axe infrastructure, là on est à un score de maturité de 40, ce qui représente une très belle progression de plus 9 par rapport à l'enquête précédente. Pour tout ce qui concerne l'organisation du travail, la collaboration entre les membres du personnel et avec d'autres entreprises, on monte maintenant à 32. On est un peu moins fier déjà sur tout ce qui concerne la digitalisation des processus, c'est-à-dire, comme je vous l'ai expliqué tantôt, tout ce qui concerne l'efficacité opérationnelle. Là, on n'est plus qu'à 19 comme je vais dire, indice. Et enfin, et là c'est très très triste, en matière de contact avec le client et avec l'extérieur de l'entreprise, en matière de visibilité sur le marché, là on reste à un indice très faible de 11 sur un maximum de 80. Alors bien entendu, il s'agit de chiffres globaux et comme vous pourrez le voir ici, mais je n'ai pas le temps de vous faire un détail complet, mais vous aurez accès aux slides bien sûr, le secteur d'activité a une importance déterminante dans le niveau de maturité numérique. Alors, aucune surprise. Les premiers, c'est évidemment le secteur du numérique lui-même et celui des médias. Puis vient, vous voyez, les services aux entreprises, le secteur de la finance. Et tout en bas du tableau, vous allez retrouver, mais ce n'est pas vraiment une surprise, parce que ce sont des plus petites entités ou des entités qui n'ont pas une culture numérique qui est très développée. Là, vous voyez, on tombe à un indice de maturité de 18 pour le secteur HoReCa, 19 pour l'agriculture, 22 pour le commerce de détail, etc. Viennent se positionner au milieu de tout ça, je vais dire, les secteurs qui malheureusement sont les plus producteurs d'emplois et de valeur ajoutée en Wallonie. Je parle de la distribution, des transports et du secteur de la construction, bien sûr, mais qui sont à des niveaux de maturité qui sont juste dans la moyenne à 25 environ. Alors, si l'on regarde un petit peu les facteurs qui sont les plus influençants par rapport à la maturité numérique des entreprises, on se rend compte qu'il y a 3 grands types de variables qui vont influencer positivement ou négativement la maturité numérique d'une entreprise. C'est de 1, son exposition à la concurrence, à des partenariats et à l'exportation. Plus vous êtes exposé à la concurrence internationale, plus vous êtes exportateur, plus vous êtes mature numériquement. Deuxième élément, c'est le profil du ou de la chef d'entreprise. Le diplôme est évidemment quelque chose qui est très très important. Fort heureusement, par rapport à, je vais dire, ces dernières années, l'écart de genre, donc selon que le chef d'entreprise est un homme ou bien une femme, se réduit pour devenir quasi nul, comme je vais dire écart. Et on voit que lorsque la perception du numérique, et là donc j'attire votre attention sur la dernière ligne donc, du tableau dans sa partie bleue, lorsque la perception du numérique est vue comme un centre de coût et non pas comme une opportunité à saisir, sans aucune surprise, on perd d'un coup 10 points de maturité numérique. Troisième élément, et là ça ne surprendra bien sûr personne, c'est le caractère innovant ou en croissance, dirais-je, de l'entreprise. Si vous avez développé de nouveaux produits ou services au cours de ces 2 dernières années, vous voyez qu'on a un saut de maturité numérique qui est de l'ordre de plus 10 points. Alors que faisons-nous au niveau de la Wallonie pour améliorer tout cela? Eh bien, nous avons lancé le programme Digital Wallonia déjà en 2015 et Digital Wallonia numéro 1, si je peux dire, a été succédé par Digital Wallonia 2019-2024, dont les objectifs sont particulièrement ambitieux. Donc, je n'ai pas évidemment l'opportunité ni le temps ici de vous faire une présentation complète. Sachez tout simplement que la stratégie s'articule autour de 8 enjeux transversaux.
hein, depuis l'existence d'une marque Digital Wallonia jusqu'à la gestion de la donnée territoriale en matière numérique, la mise en œuvre d'une ce qu'on appelle une gigarégion, c'est-à-dire quoi? Ben, c'est s'occuper de la connectivité territoriale wallonne, la création d'écosystèmes dans l'économie numérique en tant que telle, etc. Et à l'intérieur de ces 8 axes génériques, vous voyez que la stratégie se décline en fait en 5 grands thèmes. Le développement de compétences numériques au sein des entreprises et au sein de la population et des administrations aussi, d'ailleurs. Le développement d'un territoire numérique le plus connecté possible et qui utilise dans toute la mesure du possible aussi je vais dire, possibilités numériques en matière de santé et d'organisation du travail collaboratif. Le secteur du numérique en tant que tel, où on essaie de créer des chaînes de valeur, des écosystèmes numériques qui ont un impact à l'international et qui peuvent servir de moteur au développement d'une économie numérique wallonne forte. Ce qui nous préoccupe le plus aujourd'hui, bien sûr, c'est l'économie numérique en tant que telle, qui concerne justement la transformation numérique des entreprises, qu'elles soient existantes ou celles qui sont à venir. Et bien sûr, last but not least, l'administration numérique, vous l'aurez compris, là, c'est toute la digitalisation des services publics. Alors, je n'ai, comme je le disais, pas beaucoup le temps de vous présenter les choses en détail, mais sachez tout simplement que parmi les 3 objectifs majeurs de la thématique économie numérique dont je m'occupe plus particulièrement, il y a d'une part un objectif d'une accélération forte de la transformation numérique des entreprises. Vous avez vu au début de mon exposé qu'on était sur le bon chemin, mais qu'il y avait encore pas mal d'efforts à fournir. Deuxièmement, c'est le développement des pôles de compétitivité dans une optique numérique by design, hein, que dans tous les projets des pôles de compétitivité, dans leur activité, le numérique soit pris en compte comme dimension fondamentale, et le développement du commerce digital. Alors, je n'ai pas dit seulement de la vente en ligne. Le commerce digital, et on vous l'expliquera en détail plus avant, ça n'est pas seulement la vente en ligne. C'est tout ce qui concerne la notoriété, l'usage des réseaux sociaux, le contact client, le service après-vente. Mais ça, je laisse l'orateur ad hoc s'occuper de cela. Alors, juste dernier élément, vous dire quels sont les différents projets que nous avons déjà mis en œuvre en partenariat avec les différents secteurs d'activité wallons. Nous avons un programme de transformation numérique des industries manufacturières, c'est ce qu'on appelle l'industrie du futur. Un programme de transformation numérique et d'accompagnement pour le secteur de la construction, pour le secteur du transport et de la logistique pour l'agriculture, le commerce en ligne pour les petits commerçants, le secteur du tourisme, mais nous n'oublions pas non plus les professions libérales, comme par exemple le métier d'avocat, le métier de comptable aussi, via l'e-facturation, le métier de documentaliste via l'archivage électronique, etc. Bref, nous couvrons actuellement à peu près tous les domaines d'activité en partenariat avec les fédérations sectorielles et les représentants des acteurs. Et je vous engage à me poser toutes les questions qui vous seront utiles à cet égard pour que vous soyez mis en contact avec les structures les plus à même de vous aider. Voilà, il me reste à vous remercier de votre attention. Désolé, c'est très rapide, mais le timing le veut. Et je suis à votre disposition, bien sûr, pour répondre à vos questions. Merci beaucoup et bon séminaire. Merci à vous, Renaud. Merci beaucoup pour ces lumières. Alors, je pense que je reviens à l'écran. J'ai noté juste 2 petites phrases qui me permettent de rebondir sur la suite et qui me semblent importantes de remettre un peu dans le contexte. En effet, vous parliez de réduire la friction. Le numérique sert essentiellement à réduire les frictions. Alors, les frictions pour le client, évidemment, il faut faciliter au maximum, hein, on en parle souvent, mais le parcours client et le numérique peut évidemment aider à cela. Mais ça ne doit pas s'arrêter au client. Le numérique peut aussi réduire les frictions en interne. J'en discute dans une minute. Et je voulais aussi rebondir sur une phrase qui me semble importante. Vous disiez, le numérique doit être vu comme une opportunité à saisir plutôt
comme un coût supplémentaire. En effet, tant qu'on ne voit le numérique que comme un coût, oh, ça va me coûter, oh, il faut encore investir dans tel ou tel truc, j'en vois pas l'intérêt, bah, fatalement, en effet, on passe à côté du but. Et du coup, je voudrais juste rebondir sur une petite chose en disant qu'il faut éviter de se poser la question à l'envers. Tiens, je sais, mes collègues entrepreneurs m'ont dit que le numérique était une chose dans laquelle je devais me lancer. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Donc, comment je vais m'adapter à cet outil? Bêtement, comment je vais m'adapter? Ah, il paraît que je dois faire une page Facebook, comment je vais m'adapter à mettre cette page Facebook? Non, je pense qu'il faut voir le numérique comme une solution à des problèmes. Donc, il faut se poser la question à l'envers, enfin, ou plutôt dans le bon sens. Quel est le problème que je rencontre, que ce soit en interne, que ce soit avec mes clients, que ce soit dans mes partenariats, dans ma comptabilité? Quel est mon problème? Et le numérique fait partie des solutions à envisager. Okay, donc, je voulais juste rebondir là-dessus et ainsi lancer ma présentation. Je vais juste dire un tout petit mot pour oui, répondre Renaud, à ça. merci. Effectivement, j'ai beaucoup aimé ce que tu viens de dire. En fait, le numérique n'est jamais une fin en soi. Faire du numérique pour faire du numérique, et je travaille dans le numérique depuis 1999, donc ça ne me rajeunit pas, eh bien, c'est la meilleure manière de se casser la figure. Si le numérique ne répond pas à un besoin commercial, à un besoin d'exploitation, à un besoin opérationnel, n'y allez surtout pas. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Et c'est bien, on est tous sur la même longueur d'onde, c'est bien. Donc voilà, je vais vous parler de comment organiser son temps. Alors on peut directement passer à la présentation des différents sujets que je vais traiter. Je peux vous parler de ceci parce que j'ai d'abord tout mon activité ici en couveuse entreprise dans la SAS à Vomark. Donc, je travaille comme accompagnateur également pour les porteurs de projets et bien je remarque tous les jours des petites choses qui peuvent être arrangées grâce au numérique. Donc, j'ai déjà cette expérience-là. Et puis, j'ai également une expérience en tant qu'indépendant où j'avais cette spécialité d'aller voir des clients qui avaient un souci en interne ou autre. Et le numérique faisait partie des solutions pour le résoudre. Voilà ce qui me légitimise pour ma présentation. Alors, on peut passer à la slide suivante qui réunit les différents sujets que je vais traiter. Donc, on va juste parler de 3 petites choses. Et qui pourtant sont essentielles pour les entrepreneurs. Alors, s'organiser et gérer son temps, hein, on va voir évidemment que le temps est une chose, c'est devenu un luxe d'ailleurs, le temps, et comment essayer de s'en gagner un maximum. On va aussi voir comment travailler ensemble. J'ai mis garantie sans microbes, de façon, pour le moment, on travaille ensemble, garantie sans microbes. En effet, vous êtes là, je suis ici, pour le moment, pas de souci. Et puis, on va voir comment facturer clairement, rapidement, c'est-à-dire on va voir les différents outils qui permettent d'envoyer rapidement nos factures, de faire des devis, etc. On sait très vite le temps que ça peut prendre et les clients sont très, très rarement là pour vous demander de renvoyer la facture. Le temps, c'est de l'argent. En effet, c'est une phrase qu'on connaît tous, qu'on entend tout le temps et qui est encore plus vraie pour les entrepreneurs. Si vous voulez gagner plus, il faut essayer de gérer son temps correctement. Mais le temps, ça n'est pas que de l'argent. Comme le dit le petit lapin d'Alice au Pays des Merveilles, qui est toujours en retard, il fait que courir comme une poule sans tête dans tous les sens. Et pour finir, on ne sait plus être créatif.
J'entends très souvent ça, hein, des entrepreneurs qui disent « Oh, j'ai pas le temps d'être créatif, de penser à ceci, cela. Moi, je travaille, j'ai du boulot, quoi. Je suis dans mes clients et on verra bien plus tard. Ton idée de machin, on verra plus tard. » C'est une grave erreur parce que bah, gouverner, c'est prévoir. Être entrepreneur, c'est prévoir. Alors, il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir, on est bien d'accord. Ce Covid, là, on ne pouvait pas le prévoir. Mais le fait d'avoir le temps de réfléchir aux choses, de pouvoir se poser, de pouvoir être créatif, de pouvoir aller chercher des idées qu'on n'a pas comme ça à brûle-pourpoint, eh bien, ça, c'est un vrai luxe. Et du coup, on va voir comment essayer de se ménager ce temps pour, euh, pour avoir le temps d'être créatif, de prévoir l'avenir. Alors, évidemment, quand on parle gestion du temps, bah, on parle agenda. Je vous avais dit au début, on va voir des choses assez basiques. Bah, évidemment, d'abord, je ne vous connais pas tous. Je ne sais pas quel est votre niveau d'engagement dans le numérique. Mais je pense qu'il faut de toute façon toujours revenir aux bases. Comme je le disais, le numérique, ça n'est pas que des grosses machines, du big data, de la gestion de données, etc. C'est aussi des petites habitudes. Bah, évidemment, l'agenda, mais on se rend même plus compte de la force d'un agenda numérique. Si on revient à 15-20 ans en arrière avec l'agenda papier, eh bien, on se passait de toutes ces fonctions intelligentes, ne fût-ce que l'agenda partagé. Nous, en interne, chacun a une vue sur l'agenda de l'autre, l'agenda professionnel. Quand c'est privé, évidemment, on ne voit pas le rendez-vous. Mais ne fût-ce que ça, pour aller fixer un rendez-vous à l'un, à l'autre, répondre à un porteur de projet qui a besoin d'un rendez-vous à tel moment ou tel moment, mais le fait d'avoir des agendas partagés, si vous avez ça en équipe, ça facilite vachement les choses. Il y a les rappels. Moi, je suis spécialement tête en l'air. Le fait d'avoir des rappels, de pouvoir me dire, tiens, à tel moment, tu as ça, tu as telle tâche à faire pour le préparer, etc. C'est un vrai gain de temps et c'est surtout un soulagement pour l'esprit. Je vous disais, je vous rappelle, le but ici, c'est de se soulager l'esprit pour pouvoir être plus créatif. Le fait d'inviter les participants. Votre participant peut plus vous dire « Ah oui, mais je ne savais pas, je n'avais pas bien noté la date, ou je me suis trompé d'heure, ou je n'avais pas vu à quel endroit c'était. » Il suffit de rentrer le rendez-vous, lui fixer le lieu, la date, l'heure, même les détails, partager avec lui des données, et tout le monde est raccord. Là encore, un méchant gain de temps. Le lien avec les applications de navigation, Waze, Maps, bah oui, comme Google intègre ça dans son écosystème, ben, il dit, tiens, si vous avez rendez-vous à Liège, ben, moi qui suis à la Louvière aujourd'hui, ben, il faut que je m'y prenne au moins 1 heure et demie à l'avance pour être sûr d'être à l'heure à mon rendez-vous. Et il m'envoie la notification au bon moment, attention, il y a un problème sur la route, machin. Remettez-vous à il y a 10 ans, c'était inimaginable. Maintenant, c'est rentré dans les mœurs, mais c'est ultra pratique et pourtant pas encore assez utilisé, je trouve. Et évidemment, encore une fois, compatible avec plein d'outils de gestion du temps. Bah oui, on va en voir dans la slide suivante. Il y a des outils de gestion du temps qui vous répartissent des tâches et vous pouvez vous permettre de les envoyer vers Google Agenda. Il y a d'autres solutions d'agenda, hein, je ne suis pas payé par Google, mais qui envoie ça vers votre agenda numérique de façon à ce que, ben, en gros, vous avez un truc à ouvrir le matin, c'est votre agenda, vous avez déjà vos tâches listées dedans, etc. Je parle de gestion des tâches. Organiser son temps, c'est aussi organiser ses tâches. On revient juste à la slide précédente. Merci Pierre-Yves. Il faut savoir que c'est mon collègue Pierre-Yves qui gère tout ça derrière de main de maître. Organiser ses tâches, c'est un job. C'est une vraie gymnastique. Et là encore, le but est de libérer son esprit. Et surtout, ben, de rendre digérables des tâches qui sont parfois monumentales. Je prends un exemple. Chaque entrepreneur, ben, son but est de gagner de l'argent, on est bien d'accord, mais
gagner de l'argent, ben, comment je peux y arriver? Ben, par exemple, en augmentant ma notoriété. Eh bien, si je veux augmenter ma notoriété, je vais me mettre comme tâche augmenter ma notoriété. C'est un peu lourd à digérer comme tâche. Et surtout, ben, je dis, oui, ça, je verrai bien comment je vais l'attaquer. Et bien souvent, on n'y passe pas. Donc, le but, c'est de la rendre digérable. Il y a un outil comme Asana. Trello fait aussi un petit peu ça. Mais c'est de dire, OK, on a une tâche principale qui est augmenter ma notoriété. Eh bien, dedans, j'ai des tâches secondaires, des petites tâches, et puis encore peut-être des plus petites. On peut aller à plusieurs niveaux comme ça et dire, ben, si je veux augmenter ma notoriété, pour ça, je dois être plus présent sur Facebook. OK, donc j'ai une tâche. Par semaine, je dois avoir publié autant de fois sur Facebook. Manon nous en parlera dans quelques minutes. Ou bien je dois avoir été à un rendez-vous business, etc. Donc, vous voyez, c'est des petites choses. Et là, au moins, ben, vous avez un petit outil qui vous permet d'avoir une vue très claire sur l'évolution de vos tâches. Et au fur et à mesure que les sous-tâches sont faites, eh bien, la tâche principale augmente jusqu'à être accomplie. Et ainsi, eh bien, vous avez un vrai suivi de votre travail et de votre évolution. Donc, je résume ça en une phrase qui est pour voir grand, penser petit. En effet, si on se dit « je veux augmenter ma notoriété, je veux gagner plein de sous », ce n'est pas vraiment très clair comme tâche à accomplir et du coup, ce n'est pas réalisable. Il y a aussi des gestions de temps, des outils de gestion du temps, comme par exemple Toggle. Eh bien, ça sert pas mal, surtout pour les porteurs de projets, les entrepreneurs qui sont dans les métiers de service. En effet, bien souvent, on se rend compte qu'on veut établir une facture. Admettons que vous soyez community manager ou que sais-je, que vous remplissez une mission pour une entreprise quelconque. Sur la facture, c'est compliqué de dire j'ai passé autant d'heures sur telle chose si vous n'avez pas de tracé de ça. Ou bien encore, même si ce n'est pas pour la facture, même pour vous, vous ne savez plus les heures que vous avez passées sur telle ou telle mission, et donc vous ne savez plus si vous facturez correctement ou pas, si ça vaut la peine de travailler sur cette mission ou pas. Eh bien, Toggle est là pour ça. Vous allez, si vous installez l'outil, il y en a d'autres aussi. Je vous avoue que je n'ai pas fait la liste de tout ce qui existe, sinon on y passerait 2 heures. Vous pouvez lancer un petit timer qui dit tiens, tu commences telle tâche, voilà, elle a duré autant de temps. Et ainsi, quand vous avez votre facture à faire pour votre client, c'est très facile, il suffit de retourner dans Toggle, tel client, combien de temps j'ai mis pour vous, j'ai fait ça. Voilà, à la minute près, vous êtes en ordre pour ça. Donc, vous voyez que la gestion du temps, ça sert aussi à gagner correctement sa vie. Ce qui clôture la première partie, je passe à la seconde, travailler ensemble. Alors aujourd'hui, oui, on se rend tous compte qu'on doit travailler ensemble à distance, sans être l'un en face de l'autre. Et du coup, plein de choses se réorganisent. Je suis content de parler de ça. Je pense qu'il y a un an, quand je parlais de ça, les entrepreneurs m'écoutaient à moitié. Aujourd'hui, ils m'écoutent avec une oreille très attentive parce qu'ils se rendent compte qu'en effet, on est bien obligé d'y passer. La fameuse phrase, hein, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, je ne vous la répète pas et je passe à la suite. Rappelez-vous les fameuses phrases qu'on entend partout, qu'on entend tout le temps. Ah oui, mais je t'ai envoyé un mail avec la dernière version du document. Tu es sûr que c'est bien la dernière version? Attends, moi j'ai une version 3bis.2.4 du 19 du 2. Ah non, moi j'ai la 3bis.7. On s'y retrouve plus dans les versions. Ou bien, ah merde, j'ai craché mon PC, j'ai perdu mon disque dur. Du coup, j'ai perdu tout le document sur lequel j'ai bossé comme un con. Ou le fameux « oups ». J'ai oublié la pièce jointe, ou le fameux mail qu'on renvoie après avec la pièce jointe, c'est mieux. Ou encore, j'ai encore vécu ça il n'y a pas longtemps avec le mouvement de jeunesse de ma fille. Ah, est-ce que vous voulez bien remplir le document au BIC, puis vous le scannez, puis vous nous le renvoyez par mail, hein? Eh bien, pour tout ça, il y a pas mal de solutions.
J'ai mis l'illustration du monsieur un peu rétro parce que je trouve ça très rétro. Mais oui, merci, on peut passer à la suite. Pour tout ça, évidemment, il y a plein de solutions et il y a notamment la suite Google Workspace. Alors, encore une fois, je ne travaille pas pour Google, mais c'est parce que c'est bien foutu et c'est gratuit jusqu'à un certain point. Mais la version gratuite peut déjà vachement vous aider. Et dedans, ben, on retrouve notamment le Google Drive. Alors maintenant, ils ont remis tous les icônes, toutes les icônes se ressemblent. Donc pour s'y retrouver, c'est un peu plus compliqué. Le Drive, c'est le triangle. Eh bien, c'est le cloud de Google. C'est-à-dire que c'est vos données dans le cloud, dans le petit nuage qui est au-dessus de vous. Et ce cloud est synchronisé partout, tout le temps. Là-dedans, ils utilisent toute une suite, un peu comme la suite Office. Ben, il y a la suite de Google. Dedans, il y a Google Sheet qui remplace un peu Google, Microsoft Excel. Il y a Google, enfin excusez-moi, j'ai perdu mes mots, mais qui remplace le Word. Et le gros avantage de ça, ben, c'est que vous travaillez dans votre Excel, un bazar de plein de colonnes, et puis il y a votre collègue ou votre boss qui dit, tiens, là, tu as oublié tel truc, il peut travailler directement en même temps que vous dans le même document. Dans notre structure, on travaille notamment sur les business plans avec les porteurs de projets. Eh bien, ils ont leur business plan dans Google, dans le Drive. Au fur et à mesure qu'ils le modifient, nous, on a une vue en direct sur ce qui se fait. C'est un gain de temps énorme. Il n'y a plus de mails qui doivent passer dans tous les sens. Si vous perdez votre PC, pas de souci, vous avez un nouveau PC, vous vous connectez à votre Drive, pouf, tous les documents sont toujours là aussi. Vous imaginez pour un entrepreneur le gain de temps et d'argent. Il y a évidemment, bah, du coup, l'intégration de tous les autres outils, le mail, l'agenda, les vidéoconférences, etc. Donc voilà, encore une fois, je ne travaille pas pour Google, mais je trouve vraiment un grand intérêt à ça, à travailler ensemble sur les mêmes documents en ligne. On n'a pas à se partager des trucs avec des mails dans tous les sens via WeTransfer et autres. Et puis, je parle de notre dernier point, qui est la facturation. Bah oui, à un moment, il faut bien gagner sa vie, il faut bien envoyer des factures aux clients pour gagner sa vie, il faut bien envoyer des devis. Quand un client vous demande un devis, bien souvent, il a envie de l'avoir tout de suite, même si ce n'est pas facile, eh bien, il y a des outils pour le faire. Cette jolie image nous rappelle que avant, on faisait ça avec des fax, avec des machins, et ça prenait des plombes. Il fallait refaire chaque facture dans un canevas différent. Bah, aujourd'hui, il y a des solutions plus rapides et plus faciles. J'ai noté ici Koala Books et Bonne Facture. Pourquoi? Parce que ce sont deux outils que personnellement j'ai utilisés. Il y en a d'autres aussi. Je vous invite à faire une petite recherche et vous trouverez facilement. Mais le gros avantage, c'est que, par exemple, dans Koala Books, même chose dans Bonne Facture d'ailleurs, vous avez au préalable listé tous vos services avec le prix unitaire de ces services. Au moment où on vous demande un devis, vous pouvez prendre votre téléphone, si vous n'êtes même pas chez vous, prenez votre téléphone pour vous connecter sur votre application et vous faites votre devis. Il a besoin de tel service, il y en aura pour autant d'unités, autant d'heures. Pouf, voilà, il y a ça, 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 ça comme service. Le devis est fait, un clic, c'est envoyé, le client a tout, avec dedans les conditions générales de vente, etc., etc. Si le devis est accepté, ça rentre dans vos devis acceptés, et au moment de faire la facture, eh bien, vous transformerez votre devis en facture en un clic, et puis le bouton envoyer, ce sera envoyé. Donc, le gain de temps est énorme. Je pense encore à certains de mes collègues indépendants qui repassent parfois en InDesign ou en Photoshop pour refaire leur facture, réécrire le truc qu'ils ont, le service qu'ils ont fait, calculer le nombre d'heures, etc. Et seulement envoyer la facture, ce qui fait qu'ils prennent un retard considérable dans l'envoi de la facture, ce qui fait que les liquidités arrivent aussi avec pas mal de retard. Voilà qui m'amène eh bien, déjà à la fin de ma petite présentation. J'espère ne pas avoir été trop long. Et je vais vous montrer maintenant la vidéo de Mehdi Semoulin. Alors, un petit instant
une petite seconde, juste pour vous rappeler que le tirage, pardon, la remise des prix de l'entrepreneur Starter Wallonia arrivera à la fin de ce webinaire. Donc, restez bien avec nous pour découvrir lequel de nos 12 entrepreneurs a gagné ce prix Starter Wallonia, même s'ils sont tous très, très méritants. Donc voilà, je viens juste d'y penser, donc je vous le rappelle. Et maintenant, je vous présente un de nos premiers entrepreneurs, Mehdi Semoulin, qui va nous parler justement de son entreprise digitale et de comment le digital aide dans l'organisation de son entreprise. Merci. Moi, c'est Mehdi Semoulin. Donc, je suis gérant et fondateur d'une société de production audiovisuelle située à Mons. Je fais tout ce qui touche en fait à l'image par la vidéo, donc la communication audiovisuelle, de la vidéo pour les entreprises, corporate, des clips pour les artistes. Ici, on est sous la préparation de courts-métrages, de longs-métrages. Donc, tout ce qui peut passer par l'image, en fait. Elle fonctionne absolument totalement digitalement quand on y pense, puisque tous les fichiers finalement déjà des vidéos sont des fichiers numériques, donc il faut, une fois qu'ils sont pris sur le terrain, les post-traiter, donc les monter, les étalonner, les trier, les envoyer. Donc on a vraiment un workflow finalement qui fonctionne exclusivement sur du digital. Beaucoup de choses, surtout ici durant le confinement donc le premier confinement, on a énormément fait de visioconférences. Donc le fait de pouvoir déjà bénéficier d'une visioconférence avec les équipes pour pouvoir préparer les projets en amont, c'était bien. Donc pour les citer, on a utilisé Zoom, on a utilisé Skype, on a utilisé Cisco avec certains clients, aussi celui de chez Microsoft. Donc on a beaucoup de programmes de visioconférence. Ça a été vraiment, je pense, les programmes les plus utilisés depuis le confinement. Après ça, forcément, toute l'organisation, donc ici par exemple sur le dernier clip qu'on a réalisé, je travaillais à distance avec mon étalonneur et avec la personne qui s'occupait des VFX. Et on avait un Google Drive commun dans lequel on pouvait mettre les fichiers, les déposer, les retélécharger, refaire les updates des derniers fichiers. Donc ça a été enfin évidemment ça simplifie la vie, quoi. Que si à chaque fois on devait envoyer le disque dur de manière physique via la poste, je pense qu'on n'irait pas aussi vite. Il y a beaucoup de petites choses. Par exemple, moi, c'est vraiment pour la facturation. C'est quelque chose qui, moi, me prenait énormément de temps avant parce que je ne connaissais pas. Je devais passer via Photoshop avec un template sur lequel je remettais mes prix un par un et donc je perdais une énergie et un temps de fou. Et évidemment, quand on est entrepreneur et qu'on gère sa boîte, on a beaucoup d'autres choses à faire que de perdre son temps à faire les factures. Et donc, pour ne pas les citer, Koala Books, c'était un système. Donc, j'ai commencé d'abord avec Small, qui était une autre boîte, je pense, qui est belge. Puis, je suis passé sur Koala Books parce qu'ils offraient quelque chose qui était vraiment génial. En fait, c'était un fonds dans le sens qu'ils pouvaient préfinancer donc une facture. Et comme on a souvent besoin de trésorerie, on a besoin parfois d'avoir l'argent tout de suite, et comme il y a des villes qui payent parfois une fois, un mois, 2 mois, 3 mois, parfois 4 mois, nous on doit déjà payer les TVA, on doit déjà payer les prestataires, et on a toujours ce petit trou. Et comme on n'est pas tout le temps suivi par une banque, ça dépend des structures évidemment, mais avec Koala Book c'est assez bien parce qu'on a cette petite réserve qui permettait de pouvoir financer le cas échéant. Et oui, effectivement, avoir maintenant directement tous mes services préenregistrés avec le différent matériel mis à disposition, je n'ai plus qu'à cliquer et mettre ce que j'ai besoin, et je peux vraiment faire un devis assez rapidement. Surtout que maintenant, les devis doivent être super rapides parce que c'est vraiment du genre, on me téléphone, on me dit, écoute, on a besoin d'un devis, est-ce que tu peux me faire une estimation pour ce soir? Ben oui, pas de souci, dans l'heure, je peux leur envoyer parce que c'est assez rapide, j'ai l'appli sur mon téléphone, donc je peux même le faire à distance, je ne suis pas obligé d'être devant l'ordinateur pour le faire. Ça m'a vraiment beaucoup changé la vie, la facturation. J'ai du son. Non. Voilà, donc merci Mehdi. Et comme vous l'avez vu, eh bien, il appuie sur ce que je dis. En effet, la digitalisation, ça libère des contraintes pour vous concentrer sur votre métier. Comme je le disais depuis le début, le but, c'est vraiment que vous puissiez travailler de la meilleure des façons, sans vous encombrer de toutes ces petites contraintes que vous pouvez déléguer grâce au numérique.
Voilà qui clôture ma partie. Je vais maintenant vous présenter Manon, qui fait partie de la structure, la SAS Azimut. Manon, elle va vous parler des 10 trucs et astuces pour optimiser sa communication sur les réseaux. Alors Manon, elle a tout un passé d'entrepreneuse également. Elle a eu sa boîte de communication en audiovisuel. Elle est donc particulièrement bien placée pour vous parler de ce sujet. Et puis, comme nous tous, elle suit des porteurs de projets au jour le jour et donc elle connaît parfaitement son domaine. Manon, est-ce que tu es avec nous? Ah, voilà. Donc, je suis là. Merci Robin. J'espère que tout le monde m'entend bien. Mais voilà, comme Robin l'expliquait, merci pour cette jolie description. Je vais vous présenter aujourd'hui 10 trucs et astuces pour optimiser votre communication sur les réseaux. Comme expliqué aussi en introduction, c'est difficile de brasser tous les sujets et, sans connaître non plus votre niveau d'expérience. Donc, j'espère pouvoir vous donner quand même des petits trucs et astuces. Je vais agrémenter cette présentation par du pratico-pratique. Donc, nous avons choisi de mettre en avant Alain Pacchetti. Alain liégeois, et il possède son restaurant d'hamburgers qui s'appelle Green Burger. Donc, il fait des hamburgers véganes. Donc, je citerai de temps en temps des exemples liés à son business. Donc, le premier truc et astuce sur lequel j'ai envie de partager, c'est l'ancrage local. Donc, l'idée, en fait, est de créer une communauté, finalement, autour des pages sur lesquelles vous allez développer vos produits ou vos services. La première idée est d'ancrer vraiment votre produit, d'aller chercher les gens qui vous entourent, les gens qui travaillent autour de vous. Finalement, c'est eux qui vont commencer par créer votre communauté. Finalement, ça va aussi aider à sensibiliser au circuit court et à la production locale. Green Burger, par exemple, un super exemple qui est le gâteau au lacement. En fait, celui-ci a décidé de faire une combinaison d'un gâteau un peu plus classique avec le lacement si bien connu à Liège. Il a fait un post sur celui-ci, ça a explosé sur le digital et il me disait qu'il en vendait à tire-larigot. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un très bon exemple de post sur l'ancrage local. En numéro 2, nous avons les concours. Vous voyez énormément de concours qui sont créés sur les réseaux. J'aimerais rappeler des règles très importantes à respecter, car si celles-ci ne sont pas respectées, Facebook se donne le droit de supprimer votre page, donc il faut quand même faire attention à celle-ci. La première chose, c'est un règlement qui est indispensable. Vous pouvez en trouver différentes sortes sur Google, sur le blog du modérateur ou autre. Il est très important de ne pas forcer les gens à liker, donc ça ne doit pas être une condition pour pouvoir participer. Et on ne peut plus non plus taguer des amis, donc il faut le faire avec certaines subtilités. Par exemple, Green Burger pourrait dire viens manger un hamburger chez nous et invite par exemple 2 de tes amis à t'accompagner ce jour-là. Voilà, on ne force pas, mais on incite. Donc il faut bien sûr être créatif. Encore une fois, c'est l'idée de continuer avec l'ancrage local. Et voilà, je vous conseille également de créer une audience avant les concours, car évidemment, vous aurez bien plus d'impact si la communauté est présente. Alors, on peut créer des concours pour créer de la communauté. C'est une des autres manières aussi de fonctionner, d'utiliser les concours. Et voilà, un petit exemple de Green Burger. Lui a réalisé un tirage au sort multiple dans ses publications, dans son concours. Donc, il proposait en fait un tirage au sort toutes les semaines. Et si sa publication dépassait les 1000 likes, il remettait un prix au sort. Et c'est quelque chose qui a été très efficace pour lui. Sa publication a fait un gros buzz. Et donc, vous le verrez, je vous l'explique à la fin, sur tout ce qui est algorithme Facebook. C'est très, très bon car il apparaissait très souvent dans le fil d'actualité des personnes qui le suivaient. Donc, un simple petit truc intéressant. Les vidéos, bien sûr, ça devient impensable de fonctionner sans vidéo sur les réseaux sociaux aujourd'hui. En 2020, 82% du contenu sur Facebook était uniquement de la vidéo.
Notre œil et notre cerveau fonctionnent instinctivement et gardent beaucoup plus l'attention quand il y a du contenu audiovisuel, d'où vraiment l'importance de créer des vidéos. On dit toujours que c'est un métier d'expert, certes, ça dépend un petit peu de ce que vous voulez faire, mais il y a des outils simples qui existent. Pour en citer un que je peux proposer dans des formations, c'est Filmorago de Wondershare. C'est un outil vraiment accessible et qui vous permettra de faire déjà des petites stories, qui vous permettra de faire des vidéos de couverture assez faciles, et donc ce qui va permettre d'attirer l'attention. Bien sûr, encore une fois, chaque métier a ses spécificités et il existe des professionnels pour pouvoir les réaliser, et je vous invite à les contacter via le réseau ou via vos SAS. Je mets une importance aussi au format carré. Il faut savoir que 90% des gens ne font plus l'effort de basculer leur téléphone pour regarder une vidéo en 16/9, alors que c'est quelque chose qui jusqu'il y a peu était le format à utiliser sur les réseaux. Maintenant, nous sommes passés sur ce format carré, car le format carré prend beaucoup plus de place sur l'écran. Donc, moi, je vous invite vraiment à l'utiliser un maximum. Il y a le format aussi 9/16 qui vient d'apparaître pour tout ce qui est story, TikTok, etc. Donc voilà, un attention sur la vidéo et n'hésitez pas à faire des essais et à en réaliser un maximum pour développer vos réseaux. Le point numéro 4 concerne Instagram. Alors, il y a beaucoup de réflexions sur le sujet. Est-ce que je dois être sur Instagram? Est-ce que je ne dois pas y être? Est-ce que je dois être sur tel ou tel réseau? Ça dépend un petit peu finalement de votre cible. Instagram est très branché sur les 16-24 ans et un réseau qui est très utilisé pour l'image. Donc, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir dans votre plan de communication si vous devez l'utiliser ou pas. Attention, si vous l'utilisez, à respecter votre identité graphique. Il ne faut pas que Facebook passe des messages en bleu, votre Instagram les passe en rouge, qu'il y ait des différences de typographie, etc. Finalement, le message passera moins bien si cette charte graphique n'est pas respectée. Et encore une fois, pensez à votre tunnel de vente, dont finalement, un visiteur va devenir un prospect et va devenir un potentiel client. Instagram va être utilisé de la sorte aussi. Donc, il peut être utilisé pour sensibiliser et pour ensuite créer l'intention d'achat et donc au final l'achat. Donc ça, ce sont toutes les techniques de vente en marketing. Je prends un exemple pour Greenburger. Il fait très attention à la qualité de ses photos. Il a acheté des petits outils pour mettre ça en place. Il utilise des légers filtres, mais vous l'entendrez par la suite, il donne beaucoup d'importance à l'authenticité. Et donc, n'a pas envie de se retrouver avec une photo comme l'hamburger du McDo, mais bien d'avoir quelque chose de réel au final et d'avoir l'image telle que ce que vous allez recevoir à la maison ou manger chez lui. Voilà, concernant le point numéro 5, c'est le hashtag. On peut voir que le hashtag est utilisé de dizaines de manières différentes et sur des réseaux complètement différents. Un hashtag a peu d'intérêt sur Facebook, mais par contre, on a énormément sur un Twitter ou sur un Instagram, par exemple. On va créer ce qu'on appelle du hashtag de contenu. Pourquoi? Parce que le hashtag va être utilisé un peu comme un système de recherche. Par exemple, vous voulez savoir ce qui se passe à Liège, vous allez sur Instagram, vous écrivez hashtag Liège et vous allez voir toutes les publications, si elles ont été intelligemment rédigées, toutes les publications qui concernent Liège. Et du coup, voilà, ça permet vous aussi de faire un petit peu ce qu'on appelle du benchmarking, de regarder un petit peu chez vos concurrents ce qui existe et de vous différencier par la suite. Le point numéro 6 concerne donc les différents médias, les réseaux sociaux. Je parlais de TikTok. Finalement, comme chante Angèle, c'est oui ou bien c'est non. Il faut savoir que TikTok a une communauté de 800 millions d'abonnés à travers le monde. Donc, si vous décidez que c'est un non, réfléchissez bien à ça, car c'est 800 millions de personnes que vous n'atteindrez pas. Donc voilà, encore une fois, ça dépend de votre cible. Greenburger me disait, non, moi TikTok, c'est pas ma cible, c'est les jeunes, donc c'est les 15-20 ans. Finalement, moi, je cherche des personnes qui ont un peu plus de moyens, qui sont un peu plus axées vegan. Les 15-20 sont moins dans cette optique-là.
Mais finalement, il y a certains enfants qui peuvent ensuite en parler à leurs parents et les inciter à venir. Donc, voilà, c'est toute une technique à réfléchir. Sachez aussi que TikTok, comme Pinterest, comme d'autres, votre présence sur ces réseaux vont augmenter le référencement et au plus vous êtes présent sur tous ces réseaux, au plus Google vous remontera naturellement dans la recherche. Un petit point sur le storytelling, on voit énormément de posts sur les réseaux qui sont axés commerciaux. Donc 75% des posts vendent quelque chose. Et ce n'est pas ce que le spectateur a envie de voir, le consommateur. On a envie finalement d'avoir des histoires, d'avoir de l'émotion. Il y a des marques très connues comme Apple ou Nike qui fonctionnent très bien avec ça, qui utilisent leur why. Donc finalement, c'est un travail que vous devez faire aussi si vous avez une entreprise ou que vous êtes porteur de projet. Quelle est votre raison d'être? Et c'est vraiment réussir à mettre ça en musique à travers vos posts. Nous aimons bien aussi, à travers les SAS, de conscientiser sur les ODD, donc c'est les objectifs au développement durable. Finalement, si ça fait partie de vos valeurs, c'est de le mettre en avant aussi également. Les gens vont être sensibles à ce genre de choses en disant, tiens, par exemple, Alain de chez Green Burger utilise tout ce qui est producteur local, et donc c'est aussi une manière de conscientiser et de faire venir des prospects. J'aime bien aussi de parler de cartes de contenu. Je vous invite à faire celle-ci. Donc, vous listez dans un tableau les différents réseaux sur lesquels vous avez envie d'être, les périodes de l'année, et vous prévoyez à l'avance quel contenu vous allez diffuser sur quel support. C'est vraiment un plan de communication à préparer. Alain Pachiti, par exemple, réfléchit aux hamburgers qu'il va préparer en fonction des saisons et fait toute une communication autour de cette saisonnalité, que ce soit sur les réseaux et ensuite dans les newsletters. Donc, il y a vraiment un lien logique entre tout ça. Attention, donc le point 8 concerne les photos. Donc, je le disais en début, votre œil est habitué à voir du contenu audiovisuel. Donc, il ne faut jamais réaliser un post sans au moins mettre une image. En concernant les images, il faut faire attention à la résolution de celle-ci, qu'elle ne soit pas pixelisée. Il y a différents formats aussi qui existent. Je donne un exemple. Les photos de couverture et vidéos de couverture sur Facebook viennent juste de changer de format. Donc, il faut absolument mettre ça à jour. Sinon, actuellement, si vous n'avez pas fait cette mise à jour, votre contenu ne va plus être lisible sur la vidéo ou photo de couverture. Donc, toutes ces dimensions, ce sont des choses que vous trouvez également sur Google ou, encore une fois, sur le blog du modérateur qui a beaucoup d'informations à ce sujet-là. Green Burger citait aussi un exemple concernant ces photos. Comme je vous l'ai dit, il met vraiment de l'importance à ce que l'on voit, on va retrouver dans son assiette. Faites attention aussi à ça, à vraiment décerner la vérité en image et ne pas survendre comme on peut le voir souvent, trop souvent. Un petit truc et astuce que j'ai bien aimé dans la discussion et dans la rencontre faite avec Alain. Alain utilise les QR codes. Un QR code, ça se génère gratuitement sur un site, un des sites utilisés pour ça, mais qui s'appelle Tipsme. J'ai pas appuyé trop longtemps sur la lettre E, c'est avec 3 E en fin de mot. En fait, vous générez un QR code et vous incitez ensuite les gens à l'utiliser. Par exemple, Alain, face à cette période difficile du Covid, encourageait les gens à lui faire des dons, à lui verser ne fût-ce que 1 euro. Et comment ça se passe quand on passe devant sa vitrine ou quand on ouvre son sac de livraison avec l'hamburger dedans, on reçoit un petit papier avec ce QR code où il dit « Aidez-nous, versez 1 euro ». Il a récolté énormément d'argent grâce à ces dons gratuits. Ce n'est pas grand-chose, mais au final, ça permet encore une fois de créer de la communauté. Des plus grosses marques utilisent le QR code pour renvoyer sur leur page, pour inviter à les suivre, à liker ou à participer à des concours. Enfin bref, le QR code peut être utilisé sur beaucoup de choses. Donc, soyez créatifs et allez vous inspirer sur des Pinterest ou sur des autres concurrents. Mais il y a beaucoup de choses à faire avec ce QR code. Un petit point un peu plus technique sur lequel je ne vais pas non plus m'avancer très loin. Finalement, les algorithmes sur Facebook
en fait, ils permettent à Facebook de décider des publications que les utilisateurs vont voir et surtout l'ordre dans lesquels elles vont s'afficher. Par exemple, une publication qui n'est pas sponsorisée va plus facilement tomber aux oubliettes qu'une publication qui va l'être. Alors également, tout ce qui est génération de conversations, ces conversations qui vont créer de l'engagement, etc. Je parlais du concours, par exemple, Facebook, où voilà, elle remonte à chaque tirage au sort. Ça, c'est quelque chose que Facebook aime bien et va donc passer plus facilement dans votre fil d'actualité. Attention également aux heures de publication. Elles doivent être en raccord avec finalement votre produit. Si Grimberger, par exemple, fait attention de publier quand les gens ont faim. Donc, il va créer un post hyper alléchant sur le coup de 11h, 11h30 en disant vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas quoi manger ce midi, je vous invite à passer dans notre restaurant ou à commander en ligne. Enfin, je ne sais pas si chez vous ça fonctionne, mais moi ça fonctionne du tonnerre, ce genre de choses. Et c'est quelque chose que Facebook met aussi en avant. Donc, à penser. Une dernière chose aussi assez pratique avec Facebook, c'est le Facebook Live. Donc, vous touchez 6 fois plus de monde. Pourquoi? Parce qu'il y a des systèmes de notifications qui sont créés dans les notifications des followers. Mais vous avez également 6 fois plus de chances de toucher du monde, car ces algorithmes Facebook mettent beaucoup plus en avant les Facebook Live que les publications sans images, sans vidéo ou même avec celle-ci. Mais voilà, donc je vous invite à utiliser encore une fois intelligemment le Facebook Live. Voilà, donc une petite interview de Alain Paccitti, donc comme je vous disais, de Grimberger. Il va mettre un petit mot de la fin, un peu plus axé émotion sur son business et sa manière de fonctionner. Je m'excuse pour le son. Voilà, ce n'était pas le meilleur du monde, mais son message prend tout son sens par rapport à ce qui vient d'être expliqué. Donc, je vous invite à l'écouter. En fait, quand vous créez un poste, il est important de mettre de la sincérité et de l'engagement de votre part dans ce que vous faites. Il faut, voilà, la sincérité, ça doit transparaître quand vous faites votre poste et quand les gens viennent chez vous en réel, arrivent à capter cette sincérité, cette chaleur humaine quand dans mon cas, justement, c'est de la nourriture, donc moi, c'est la nourriture, c'est le partage, donc c'est le côté humain. Donc, on doit ressentir toutes ces sensations quand la personne vient de chez vous. Et du coup, voilà, il faut créer des ambiances, il faut mettre des couleurs qui suggèrent des choses. Là, on va aller plus vers du marketing sensoriel. C'est un peu plus compliqué, mais c'est important de créer cette ambiance. Exemple simple. Des couleurs un peu jaunies comme ça, quand on vient manger sur place, en termes de luminosité, va renforcer un côté chaleur. Comme il y a beaucoup de bois chez moi, il y a un côté cosy. C'est voulu parce qu'on a du bois gris, mais aussi il y a une ambiance qui se crée avec ce bois et cette couleur due au luminaire. Et ces couleurs-là, vous pouvez les faire transparaître aussi dans une photo en mettant du bois, en mettant une couleur aussi un peu jaunâtre. Voilà, ça dépend aussi de ce que vous vendez en fait. Hein. Ça dépend, c'est au cas par cas. Chaque proposition est différente. Maintenant, il y a une chose importante que j'ai envie de dire, et ça c'est extrêmement important. On est souvent à la recherche du nombre de likes, du nombre d'abonnés, mais une fois, j'ai regardé par curiosité le nombre d'abonnés sur une grande marque. Il y en avait 100 000. C'est énorme. Puis je me suis amusé à regarder l'interactivité des gens sur les posts que cette marque postait. Elle était minable. Ça veut dire qu'ils ont beau avoir une grande communauté, mais il n'y a personne qui interagit avec eux. Donc, il vaut mieux avoir 100 personnes qui interagissent réellement avec vous, que quand on poste un post, il y a vraiment une réaction, un engouement du produit que vous avez mis en avant, que d'avoir 1000 personnes et 10 personnes qui likent à chaque fois qu'on fait un post. Ça ne sert à rien. Donc, il ne faut pas être à la recherche
du nombre d'abonnés sur Facebook, d'abonnés sur Instagram, mais il faut vraiment avoir des gens qui sont engagés. Et l'engagement, c'est quelque chose de difficile et qui se fait avec de la patience et du temps. Et ça, c'est important. Et pas faire la course au like, pas faire la course au nombre d'abonnés que vous avez, dire oh oui, mais lui, il en a plus que moi, etc. On s'en fout. On s'en fout parce que ce qui va compter, c'est vraiment l'engagement. Je répète, l'engagement, c'est ça la clé. Ça veut dire que là, vous avez quelqu'un qui est une communauté qui va vous suivre et qui va vous soutenir. Alors que midi approche, mais avant midi, eh bien, nous avons encore plein de choses à voir. En effet, ben, je vous rappelle qu'avant midi, nous aurons en toute fin de notre événement, pardon, nous aurons la remise du prix de l'entrepreneur Starter Wallonia. Donc, vraiment, restez avec nous car donc chaque structure, chaque SAS a présenté un entrepreneur. Il y aura donc 12 entrepreneurs qui seront présentés et le public a voté pour l'un d'eux et il recevra donc ce prix de la part de la ministre. Je voulais juste rebondir sur la présentation de Manon, l'excellente présentation de Manon. Et une petite réflexion, en effet, à un moment, elle parle de est-ce qu'il faut être sur tous les réseaux. J'ai l'habitude de dire personnellement à mes porteurs de projets, elle fait bien, hein, en effet, de dire que la cible est importante. Fatalement, vous ne pouvez pas être partout. Et je vous donne un petit truc et astuce que j'utilise personnellement, c'est la loi de Pareto. Alors, si vous ne connaissez pas la loi de Pareto, c'est une loi qui dit que 80% de vos revenus viennent de 20% de vos efforts. Donc, concentrez-vous sur les 20% d'efforts qui vous rapportent 80% de revenus. Vous ne pouvez pas être partout, vous ne pouvez pas tout faire. Et c'est la même chose en communication, vous ne pouvez pas être sur tous les réseaux sociaux. Donc, concentrez-vous sur ceux qui ont un réel intérêt. Attention, il faut rester créatif, on l'a vu plus haut, et penser à l'avenir. Donc, regardez quand même ce qui se fait ailleurs, mais vraiment évitez de courir l'ombre et la proie en même temps. Il parlait aussi de rester authentique. En effet, on le voit ici dans l'exemple d'Alain, que l'authenticité et créer de l'émotion, eh bien, ça paye toujours. Il y a toujours un retour et ça engage vraiment votre communauté. Et une dernière chose, elle a parlé également de l'augmentation du référencement. Il me semble en effet important d'encore appuyer là-dessus. Plus vous allez être présent à certains endroits du web, sur les réseaux sociaux, sur votre site avec des newsletters et autres, eh bien, tout ça va booster votre référencement naturel dans Google. Et donc, fatalement, ce serait bête de passer à côté. Voilà qui clôture du coup ce deuxième point. Maintenant, on va passer à la séquence de notre ami Pierre-Yves qui va nous dire comment gagner facilement de l'argent grâce à l'e-commerce. Une proposition alléchante, on y croit tous, on va te suivre Pierre-Yves avec un intérêt grandissant et toi, tu peux nous parler de l'e-commerce car chez Alpi, donc la structure pour laquelle tu travailles et que tu nous présentes, tu donnes, enfin, en tout cas, tu gères cette formation e-commerce pour les entrepreneurs. Donc voilà, si vous avez un besoin e-commerce, Alpi sera là pour vous aussi. Et en règle générale, après je te laisse la parole, c'est promis Pierre-Yves, en règle générale, eh bien, si vous avez vos questions, des questions plus précises sur le contenu que nous avons vu, et si vous avez évidemment une envie de vous lancer, si tout ça vous a motivé, si vous voulez toujours en savoir plus, eh bien, n'hésitez pas, starterwallonia.be, vous passez sur notre site, vous trouvez la structure la plus proche de chez vous, vous prenez contact et nous sommes là pour vous répondre. Pierre-Yves, assez d'attente, vas-y, fais-nous rêver.
Merci Robin pour cette introduction et bonjour à tous. Effectivement, moi je vais vous expliquer comment faire de l'argent facile dans l'e-commerce puisque voilà, c'est ce qu'on voit beaucoup passer sur les réseaux sociaux. On vous dit que vous pouvez ouvrir votre boutique en 30 minutes, que vous allez pouvoir gagner des fortunes, 1500 € minimum évidemment par mois, mais ça peut aller jusqu'à 10 000 € par semaine. Donc voilà, en 10 minutes, moi je vais vous expliquer tout ça. Comme ça, voilà, on repart tous bien riches de cette petite animation, non seulement en contenu, mais peut-être en argent facile aussi. Mais évidemment, vous aurez compris que ce n'est pas tout à fait la réalité, mais je tenais vraiment à attirer votre attention parce que c'est ce qu'on voit beaucoup fleurir, comme je le disais, sur les réseaux sociaux. Et il faut faire gaffe vraiment à tous ces pièges que l'on vous tend, où en fait, vous allez surtout enrichir des gens qui vont vous vendre des formations bien chères ou alors vous engager avec des plateformes et des contrats qui vous liront à elles pour très longtemps. Vous ne pourrez pas récupérer vos contenus. Donc, soyez vraiment très attentifs. Et on en vient donc au vrai contenu de cette présentation sur l'e-commerce. Quels sont les pièges? Déjà, je viens d'un peu vous en parler. Quels sont les conseils aussi que l'on peut suivre? Quelles sont les étapes par lesquelles on doit passer? C'est une introduction, évidemment, ici en quelques minutes. Voilà, vous pourrez approfondir tout ça avec des prestataires, avec des SaaS qui sont près de chez vous. Mais c'est vraiment un résumé ici en quelques minutes de tous ces points. Alors, pour commencer, il faut bien se rendre compte, et vous en êtes conscient, j'imagine, qu'il y a eu un boom de l'e-commerce ces derniers temps. La confiance des personnes, des consommateurs augmente dans le fait de payer en ligne, bien sûr, de commander en ligne, pardon. Il faut aussi se dire que le climat actuel, la crise du Covid, a dopé une bonne partie des ventes en ligne par la force des choses, puisqu'on ne peut plus se déplacer. Donc, c'est probablement le moment idéal pour se lancer. Probablement que pour une partie des entrepreneurs, c'est la seule alternative actuelle, mais ce n'est pour autant pas une solution miracle. Donc, il faut vraiment tenir compte de toute une série de points que je vais vous évoquer, parce que il y a les belles promesses, évidemment. Il ne faut pas s'improviser e-commerçant en quelques minutes ou en quelques jours. Ça prend du temps, ça prend aussi de l'argent, évidemment, et ça est fonction de votre ambition, de ce que vous allez mettre en place. Et l'e-commerce, ça reste du commerce. Donc, il y a toute une série de règles communes entre l'e-commerce et le commerce. Alors, il y a aussi un terme qu'on entend depuis un certain temps et vers lequel certains veulent se lancer à tout prix, c'est le domaine donc, du dropshipping. Le dropshipping, pour ceux qui ne connaissent pas, donc le schéma l'explique. Sur la gauche, vous avez le consommateur qui va passer une commande sur un site, votre site d'e-commerce, qui fait du dropshipping. C'est-à-dire que vous êtes une vitrine où vous présentez toute une série de produits, mais ce n'est pas vous qui allez gérer les stocks, ce n'est pas vous qui allez gérer les envois, les livraisons, la logistique, c'est le fournisseur. Donc, vous dites au fournisseur, voilà, j'ai telle commande, est-ce que tu peux l'envoyer vers le client? Donc, la flèche du bas, avec le petit camion. Et donc, c'est pratique pour le commerçant qui fait du dropshipping. Ça évite toute une série de difficultés, de problèmes, mais il y a aussi des risques. Il faut être très attentif au fait que c'est vous qui allez devoir assurer le service après-vente. C'est vous qui êtes responsable de la garantie des produits que vous mettez en vente. Donc, le dropshipping, oui, pourquoi pas, mais faites vraiment très attention, ce n'est pas non plus la solution miracle qui va vous rendre riche en peu de temps. Et aucune de ces solutions-là, évidemment. Alors, il y a quelques points qui doivent être pris en compte avant de se lancer. Il faut bien sûr définir sa stratégie. C'est assez évident de le dire, mais c'est très, très important de bien réfléchir à sa stratégie, de voir quel est le budget que l'on peut consacrer aussi pour ne pas avoir de surprise. Quel est le public cible auquel on s'adresse? Quelle est la tranche d'âge? Est-ce que ce sont plutôt des hommes, des femmes, des jeunes, oui, des plus âgés, comme je le disais. Voilà, donc il faut regarder aussi si vous faites du B2C ou du B2B. Tout ça a des implications sur la manière dont vous allez faire votre e-commerce. Et puis aussi, il y a la zone géographique qui est très importante. Vous vous dites peut-être, je vais me lancer et proposer mes produits ou mes services à des gens qui habitent en Wallonie, qui parlent français, mais c'est quand même
pas énormément de monde au final, potentiellement. Vous pourriez viser la France, la Flandre, pourquoi pas faire de l'e-commerce en néerlandais, pourquoi pas passer en anglais. Donc, votre zone géographique, celle que vous allez fixer, aura aussi des répercussions importantes sur votre stratégie et sur votre plateforme e-commerce. Donc, il faut bien réfléchir à tout ça. Il faut réfléchir aussi à la logistique, bien entendu. Où allez-vous stocker? Est-ce que vous avez besoin de stocker, hein? Évidemment, si vous proposez des services, c'est un peu différent, mais devez-vous envoyer aussi des produits? Voilà. La logistique est un point très important qui est parfois sous-estimé. Les conditions générales de vente, hein, c'est l'acronyme CGV, doivent être très claires aussi. Il y a une réglementation très précise en matière d'e-commerce qu'il faut respecter. Et donc voilà, soyez attentifs à tout ça. Et également au service après-vente, parce qu'une fois que vos produits sont partis, votre service ne s'arrête pas. Que faites-vous en cas de retour défectueux, de remplacement? Voilà, tout ça doit être anticipé parce que ça occasionne des coûts et du temps supplémentaires. Vous devez aussi réfléchir au parcours d'achat de vos clients. Une fois qu'ils arrivent sur votre plateforme, sur votre site, où voulez-vous qu'ils aillent, par où voulez-vous qu'ils passent, par quelles étapes? Il y a le fameux tunnel de conversion, donc entre le prospect, la personne qui arrive sur votre plateforme et qui finalement valide et paye son panier. Comment allez-vous le faire passer par différentes étapes? Quels sont les freins, peut-être? Quelles sont les difficultés? Il faut tester tout ça. Il faut voir s'il n'y a pas des manières de faciliter le parcours d'achat. Est-ce qu'il se connecte au début? Est-ce qu'il se connecte au moment de valider son panier? Donc, tout ce parcours, ce tunnel de conversion, doivent être aussi très bien pensés en amont, avant le lancement de votre plateforme. Alors, est-ce que vous allez utiliser une plateforme, parce qu'il y en a des dizaines, des centaines, hein, avec quelques-unes qui dominent le marché, mais vous avez la possibilité d'avoir un site sur lequel vous greffez un plugin d'e-commerce, c'est votre site peut-être déjà existant. Vous pouvez avoir une plateforme qui soit entièrement e-commerce, qui ressemble à un site, hein, mais qui ne fait que vendre des produits. Vous pouvez passer par une place de commerce aussi, hein, place de marché, pardon, une place de marché comme Amazon. Voilà, vous pouvez faire du dropshipping. Voilà, tout ça a des avantages, des inconvénients qui doivent être bien passés en revue avant de vous lancer. Est-ce que vous allez aussi faire tout vous-même ou pas? Ou est-ce que vous allez passer par un prestataire? Le temps doit être évalué, l'argent à y consacrer doit être aussi bien évalué parce que tout ça a un coût. Quels sont les moyens de paiement que vous allez mettre en place? Selon la zone géographique que vous visez, voilà, il y a des moyens de paiement qui seront indispensables, auxquels on ne va peut-être pas penser parce qu'on ne les connaît pas chez nous. Il faut aussi savoir que selon les moyens de paiement que vous choisissez, les prestataires seront différents. Selon ceux qui vont donc gérer vos moyens de paiement seront très différents. Donc, lisez bien leurs conditions, regardez à quoi vous vous engagez avec eux avant de signer le contrat par rapport à ces moyens de paiement. Alors, la livraison est aussi un point important. Quelle est la stratégie que vous allez mettre en place pour la livraison? Est-ce que c'est un point de dépôt? Est-ce que c'est livré à domicile? Les prestataires seront différents aussi selon les zones géographiques, donc faites bien attention à tout cela. Et alors, le point aussi essentiel, c'est de réfléchir à son marketing, parce qu'un magasin physique, les clients finissent toujours bien par passer devant. Un magasin en ligne, si vous n'attirez pas les gens, si vous ne mettez pas en place des moyens pour les faire venir sur votre e-commerce, sur votre webshop, vous n'aurez personne. Donc, le référencement naturel, le référencement payant, les publicités payantes aussi ont des coûts, bien sûr, mais augmenteront sensiblement le nombre de personnes qui viendront sur votre plateforme. Et alors, la réglementation juridique, j'en ai déjà un petit peu parlé, elle est très stricte en matière d'e-commerce, et puis il y a des réglementations qui peuvent être différentes selon les pays aussi, des droits de douane à l'importation ou à l'exportation, hein, selon que vous importez des marchandises ou que vous les exportez, et puis tout ce qui est protection des données, le fameux RGPD, voilà, puisque vous allez travailler avec les données des gens, donc tout doit être fait dans les règles pour ne pas que vous soyez rattrapé à un moment donné par la justice qui vous dit vous n'êtes pas tout à fait en règle, donc vous devez payer une amende. Voilà, et ça tombe toujours après, évidemment. Hein. Alors, voilà, rapidement brosser les étapes, les pièges qu'il faut éviter. Et une partie de ces points-là vont très bien être expliqués par une entrepreneur
qui s'est lancée dans le domaine de la bijouterie. C'est Candice de Reyck qui crée ses propres bijoux, comme vous le voyez sur la photo en bas à gauche, et elle va vous expliquer dans une vidéo justement, notamment le temps qu'elle passe, parce que c'est un facteur important. Elle, pour sa plateforme, vous pourrez aller visiter son site après, pour vous rendre compte de ce qu'elle met en place. Voilà, elle va vous expliquer ça ici en 3 minutes dans une petite vidéo que nous allons lancer d'ici quelques instants. Bonjour, je m'appelle Candice, je suis joaillière, je crée des bijoux en argent et en or 18 carats que je vends sur Internet, donc dans mon webshop et alors dans mon atelier boutique. Donc pour moi, c'était quand même fort important que les gens puissent déjà voir les prix en avance et connaître un petit peu les gammes de prix que je pratique, pouvoir bien voir les bijoux aussi et toutes les collections que je propose, pouvoir toucher un maximum de personnes dans une zone la plus large possible. Alors j'ai tout fait toute seule, donc de la création du site et du webshop jusqu'à le référencement donc, naturel, donc le SEO. Tout ça, je n'y connaissais rien au départ. J'ai énormément lu sur Internet, fait des recherches de petites formations, etc. C'est vrai que ça m'a pris quand même pas mal de temps. Ça m'a pris près d'1 an pour développer le webshop. Je trouve que c'est quand même important d'avoir une main mise sur son propre site. Après, moi, ça m'a pris quand même pas mal de temps pour créer mon site toute seule. Je pense que ça peut être pas mal d'être accompagné par quelqu'un et faire le site à 4 mains, on va dire. Donc, avoir l'aide de quelqu'un pour se lancer et pour savoir le faire soi-même par après. Je consacre chaque jour certainement 1 heure à mon webshop pour faire la mise à jour de stock ou pour rajouter des photos, modifier certaines photos, rajouter des produits. Donc, à chaque rajout de produit, là, il y a quand même pas mal de temps à investir dans la mise en place de chaque produit. En fait, il faut aussi écrire les fiches produits. Donc, tout ça, ça prend quand même beaucoup de temps. Pour mon activité, la valeur ajoutée d'une boutique en ligne, c'est que ça me donne de la visibilité parce que les réseaux sociaux, on a un peu une ambiance, mais sur le site, on a tout, quoi. On a tous les produits. Et alors, on a aussi un petit peu l'histoire, on apprend un peu à mieux découvrir la marque, les valeurs. Et je pense que c'est vraiment important d'être présent avec un site web. Mais la fin d'année, c'est une période vraiment importante pour moi parce que dans le domaine de la joaillerie, de la bijouterie, c'est la meilleure période. Et étant donné que tout ce qui est salon, marché sont annulés jusqu'à fin décembre, que les boutiques et mon atelier boutique sont fermés également pour le moment au public, j'ai décidé d'être visible en ligne et d'attirer un maximum de personnes sur mon webshop parce que c'est la meilleure manière, c'est de faire de la publicité. Donc, j'ai décidé de travailler avec un bureau externe en communication qui va s'occuper de faire la promotion de ma marque et de mon site sur les réseaux sociaux, donc principalement sur Facebook, pour attirer un maximum de trafic sur le site dans l'espoir d'augmenter les ventes et de tirer le meilleur de mon webshop ces prochains mois, quoi. Voilà, donc juste, oui excuse-moi, Robin, il y a la petite conclusion, c'est juste un slide, mais voilà, pour ne pas avoir découragé non plus les gens qui sont avec nous, c'est juste de dire, lancez-vous effectivement en e-commerce, hein, si vous pensez que c'est bien pour vous, faites-le simplement avec prudence et soyez bien attentif à tous les points qu'on a évoqués. Voilà. Merci Pierre-Yves. Et ta conclusion, du coup, résume aussi le travail d'ESSA, c'est le travail de Starter Wallonia. Si vous avez un projet d'entreprise, lancez-vous, mais avec prudence. Et du coup, nous sommes là pour vous accompagner au jour le jour. On n'a plus beaucoup de temps, mais juste, Manon me signale qu'il y a quelques questions qui ont été posées. Et donc, on va prendre 2-3 minutes pour y répondre. Et puis, nous découvrirons enfin quel entrepreneur a gagné le prix Starter Wallonia. Manon, dis-nous tout. Oui, une petite réflexion de Jonathan Régnier qui rappelle qu'il existe un dispositif de chèque entreprise en maturité numérique. Donc, on vous invite à aller voir sur la plateforme www.chèque-entreprise.be. Ça permet de faire un état des lieux un petit peu de votre situation au niveau digital et de vous accompagner également financièrement par ce dispositif de chèque. Donc, la région Wallonne intervient à raison de 80%
dans la mise en place de la digitalisation de votre entreprise. La première question de Sébastien est pour toi, Robin. Oui. Il nous dit parfois utiliser des outils pour gérer son temps prend plus de temps à configurer que finalement faire la tâche directement. C'est son ressenti. Est-ce que c'est un mauvais ressenti ou... Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Maintenant, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Hein, je parlais de ça avec la loi de Pareto, les 80-20. Il faut voir si en effet le retour est aussi important que l'investissement, enfin plus important que l'investissement évidemment. Et alors, c'est bien souvent le cas dans le numérique, je pense en général, vous me direz votre avis les deux autres, mais ça demande pas mal d'investissement au début en niveau de temps pour pouvoir en gagner ensuite. Donc voilà, c'est un mal pour un bien à plus long terme. Voilà, je pense. D'accord, merci Robin. Une petite question pour moi, quel outil est idéal pour faire le Facebook Live possible avec un iPhone? Oui, avec un iPhone, un Android, un smartphone sans aucun problème. Pensez encore une fois à la verticalité de celui-ci. Et également, si c'est compliqué à gérer pour vous ou vous avez besoin de plus de support, toutes les sociétés de production audiovisuelle sont capables de faire ça. Il y en a quelques-unes qui se sont présentées dans le chat, donc je vous invite à prendre contact avec celle-ci. Il y avait une dernière question, je pense. Je la retrouve. Oui, est-ce que tu as un petit truc et astuce, Robin, ou peut-être Pierre-Yves, sur une application qui permettrait de centraliser un petit peu les coûts de production et de rendre des devis facilement, comme un petit peu l'a expliqué Mehdi dans sa vidéo? Est-ce que vous connaissez des applications utiles? Je reparle de Koalabooks puisque je le connais un peu mieux personnellement. En effet, comme dans Koalabooks, vous gérez en fait vraiment toute votre comptabilité, eh bien, il y a également les sorties et vous voyez quel poste à quel coût. Et donc, chaque service peut être lié à un coût de production. Et donc, ça vous permet de mieux calculer votre prix et de mieux calculer votre devis. Et donc, oui, il y a vraiment une vue prévue pour ça, dans cet outil-là en tout cas. Dans Bonefacture, je ne pense pas. En même temps, Bonefacture est entièrement gratuit et libre de droit, ce qui n'est pas le cas de Koalabooks, fatalement. Maintenant, il y a d'autres outils. Mehdi parle à un moment de Small. Je vous avoue que je n'ai pas cherché, mais voilà. Maintenant, je pense que clairement, c'est le genre de postes qui sont présents. Ouais. Super, merci Robin. Une dernière question parce qu'on est un peu pris par le temps et je vais y répondre. Donc Sandrine qui nous demande si un site web est absolument nécessaire ou une page sur plusieurs réseaux est suffisant. Encore une fois, ça dépend un petit peu de votre cible. Je pense à Nathalie qui suit le webinaire actuellement. Elle vend un service pour les seniors. Évidemment, les seniors se ne trouvent quasi pas ou peu sur les réseaux sociaux. Du coup, évidemment, il y aura beaucoup d'utilité à avoir un site web. Voilà, ça dépend encore une fois de votre cible et de l'argent disponible ainsi que du temps. Mais si vous planifiez ça correctement, vous trouverez facilement réponse à ces questions. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup Manon. Merci beaucoup Pierre-Yves pour toute cette super organisation. Merci à tous d'avoir été présents, d'avoir interagi avec nous. Merci pour votre intérêt. Je vous rappelle de continuer la discussion. Vous pourrez également suivre les autres webinaires qui ont été diffusés en replay sur le site Starter Wallonia. Ils vont bientôt y être déposés. Pour toutes vos questions, nous sommes là, starterwallonia.be. Pour toutes les prises de contact, nous pouvons également vous rediriger vers des partenaires. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez un projet d'entreprise, si vous avez déjà une entreprise et que vous avez des questions, n'hésitez pas également à venir vers nous. Je vous remercie encore et je vais donc passer la parole à notre cher ami Olivier Coll pour la remise du prix de l'entrepreneur. Du prix Starter Wallonia. Moi, je vous dis à très bientôt. On reste tous connectés. Suivez-nous sur Facebook et sur notre site, sur LinkedIn également, Starter Wallonia. À très bientôt. Merci.